Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le soutien et les encouragements du président du Faso aux étalons à 48 heures du match contre l'Ouganda. Roch Marc Christian Kaboré a rencontré les ambassadeurs du football burkinabé avec comme conseil le respect des valeurs d'intégrité et de responsabilité. Décidé hier en Conseil des ministres, les travaux d'aménagement de 20 000 hectares ont été lancés ce matin par le chef du gouvernement. Ce programme vise l'accroissement de la production, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Et puis, Denis Sassou Nguesso a été déclaré vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les résultats définitifs le créditent de 60% des voix contre 15% pour Pascal Kolela, des résultats contestés par l'opposition. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a rencontré le 11 national ce matin au palais de Kosiam. Ce premier contact vise à galvaniser les poulains de Paulo Duarte qui croisent les crampons avec l'Ouganda ce samedi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Roger Kam, Lassina Savadogo. Nous le rapporterons en tout cas de notre côté tout notre soutien samedi. Et puisque je serai moi-même au stade pour participer à ce match, et je suis certain que Dieu le voulant, nous aurons la victoire. C'est l'information forte de cette première rencontre entre Roch Marc Christian Kaboré et les étalons. Une audience entre le président du Faso et les étalons à 48 heures d'un match décisif face aux Cranes de l'Ouganda. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé à nos ambassadeurs le rôle que chacun doit jouer dans son club et les valeurs qu'un étalon doit incarner. Les valeurs d'un footballeur d'abord, c'est des valeurs d'intégrité, des valeurs de conscience qu'on a une responsabilité pour son pays. Parce que lorsqu'on est dans une équipe nationale, c'est plus que soi. C'est le peuple burkinabé que vous représentez. Et dans ce sens-là, je veux dire qu'on doit mettre tout son engagement et toute sa détermination à faire en sorte que nous puissions aller le plus haut possible. Des étalons qui mesurent le poids de la charge. C'est avec un grand plaisir qu'on est venu le féliciter déjà pour sa victoire et lui offrir un maillot de la part des étalons en lui promettant déjà de se battre et les uns pour les autres, d'être plus unis et plus combatifs. Après le résultat, ça vient encore quand on a envie et puis quand on se bat les uns pour les autres. Une photo de famille et la remise d'un maillot au premier capitaine des étalons pour conclure. Surpris de voir les étalons embarqués dans un car d'une compagnie de transport, le président n'a pas manqué de prendre les nouvelles du car des étalons. Quelle a été la réponse? Vatis de question. Après Kosiam, les étalons étaient face aux journalistes pour le traditionnel point de presse d'avant-match. L'état de forme des joueurs, les préparatifs et les enjeux du match sont entre autres les sujets abordés par le staff technique et les représentants des joueurs. Reportage Roger Kam et Victorien Marienne. Burkina, Ouganda, leur approche et les préparatifs vont bon train. La Fédération burkinabé de football et le staff technique des étalons ont tenu à faire l'état des lieux d'avant-match. Il n'y a que des points positifs dans la maison, même si l'état de forme du groupe a soulevé quelques questions bien à propos. Avant, je donne 2-3 chances à un joueur pour ne perdre pas la place. Aujourd'hui, peut-être je vais donner une chance. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a dans l'attaque beaucoup et de grandes qualités de soutien. Beaucoup. Joueurs polyvalents, joueurs déjà très expérients, qui ont évolué beaucoup et qui peuvent faire 2-3 places chaque poste. Donc, on ne peut pas dormir les joueurs sur le maillot qu'ils vont recevoir pour le match parce que s'il ne bouge pas, il a encore 4, 5 ou 6 sur le banc qui a envie de jouer et qui a envie de gagner la place. Dans tous les cas, le vin est tiré et il faut le boire. Les étalons, qu'il pleuve ou qu'il neige, doivent être costauds afin d'être maîtres de leur destin au sortir de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017 dans le groupe D. Une équipe, ce n'est pas une personne, c'est tout un groupe, c'est toute une organisation. On a besoin de tout un chacun, quel qu'en soit ce qu'on va dire. Dans le bon, dans le mauvais, il faut être toujours positif. Et nous, on l'est et on va espérer que
le samedi, ça soit un bon match et on va se battre parce que, quel qu'en soit le cas, la plupart du temps, c'est l'équipe qui se bat le plus qui gagne le match. Ça se passera ce samedi sur le coup de 18 h au stade du 4 août. C'est du quitte double pour Paulo Duarte, le revenant, Charles Kaboré et ses coéquipiers. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba a lancé ce matin à Tanguy-Ndassuri la campagne nationale d'aménagement hydro-agricole. Plus de 20 000 hectares seront aménagés au profit des producteurs. L'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire, d'accroître la production agricole et de créer des emplois. Urbain Sommet et Jérémy Sié Koulibaly. C'est le point de départ de la campagne nationale d'aménagement hydro-agricole. Pour la saison 2016-2017, ce sont 20 000 hectares de terre qui seront ainsi aménagés. L'ambition du gouvernement, c'est de réduire la pauvreté. Comment vaincre la pauvreté? Ce n'est pas en créant des postes de fonctionnaires, mais c'est en permettant aux paysans eux-mêmes de produire et de se nourrir et voilà, d'avoir des revenus. Et c'est ça qui est au cœur de la politique du gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré. Donc je ne dis pas qu'on fait des miracles, mais on a tiré les leçons du passé. Et ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a la volonté politique. Il y a le leadership qu'il faut pour y arriver. Plus de 36 000 emplois directs et indirects doivent être créés par la mise en œuvre de ce programme d'aménagement hydro-agricole avec des revenus additionnels estimés à 9 milliards de francs CFA. Ce programme est également destiné à booster la production, notamment par la mise à disposition de packages technologiques. Actuellement, on parle de technologie de goutte à goutte, ce qui ne se faisait pas par le passé. Actuellement, vous avez des aménagements tels sur lesquels nous sommes, ce qui ne s'appliquait pas par le passé. Actuellement, vous avez l'appui des producteurs en intrants de qualité, j'insiste là-dessus. Les semences améliorées, il les faut. L'engrais de qualité, il le faut. Et c'est tout ça, c'est un paquet technologique qu'il faut mettre à la disposition des producteurs. Et le gouvernement s'attelle à cela. Pour Jeune Lac à la parole, du matériel agricole d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA a été remis aux producteurs par le biais de la Chambre nationale d'agriculture. Toute cette entreprise bénéficie du soutien de la République de Chine-Taïwan qui pousse à la roue vers l'industrialisation. Globalement, jusqu'à maintenant, au Burkina Faso, on ne trouve pas d'industrie. S'il n'y a pas d'industrie, on ne peut pas absorber la main-d'œuvre. Donc, mais dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas la peine que 80% de la population de Burkinabé travaille sur le champ. Ce n'est pas la peine. Peut-être 20%, 25%, ça peut aller. Donc, avec la technologie, avec les partenaires financiers et techniques, on peut aider le Burkina Faso très rapidement à atteindre la suffisance alimentaire. Dans l'attente de cette perspective d'industrialisation, la production attendue est de 100 000 tonnes de riz sur les terres aménagées pour cette campagne, ce qui représente 60% de la demande nationale. Et quelles sont les actions à entreprendre pour que cette vaste campagne d'aménagement de périmètres irrigués produise les résultats escomptés? Des éléments de réponse dans ce commentaire signé Ernest Kambiré. Pays sans tradition historique en matière d'irrigation, le Burkina Faso dispose toutefois d'un potentiel de terres aménageables autour des retenues et cours d'eau estimés à environ 233 500 hectares. Le pays a aussi une politique en faveur du développement de l'irrigation très ancienne. Mais le Burkina Faso compte à ce jour seulement 1208 ouvrages de stockage d'eau pour un pays à vocation agricole. Les barrages, lacs, mares, Bouli et Haute-Seuil, s'il existe encore, sont pour la plupart aujourd'hui dans un état de dégradation avancé, faute d'entretien conséquent et d'implication des populations bénéficiaires dans les études, l'exploitation, la gestion de ces ouvrages. À cela s'ajoute l'enclavement de certains barrages, l'insécurité foncière des aménagements périurbains, les coûts des investissements et autres. En décidant ce 24 mars 2016 de lancer une vaste campagne d'aménagement hydro-agricole à travers le pays, le gouvernement s'engage à promouvoir l'agriculture irriguée, à mettre à la disposition des populations au titre des années 2016-2017, bientôt 20 000 hectares de périmètres irrigués et bas-fonds pour 36 000 emplois qui seront créés. Entre 2016-2017 donc, 12 000 hectares de bas-fonds rizicoles, 5 000 hectares de petits périmètres irrigués, 2 582 hectares de grands périmètres irrigués à Bagré seront aménagés et 500 hectares de périmètres irrigués seront réhabilités à travers le pays.
Il s'agit pour l'exécutif de réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural et périurbain par l'accroissement de la production agricole et l'amélioration des revenus, accroître la valeur ajoutée et l'impact sur l'économie nationale de l'agriculture irriguée. Mais pour que cette campagne d'aménagement hydro-agricole produise les résultats escomptés, il faudra qu'elle se matérialise par la conduite d'actions pilotes de promotion de la petite irrigation à travers toutes les régions agricoles du pays. Toute chose qui va permettre non seulement de vulgariser les différentes techniques et technologies de production et d'irrigation à faible coût, mais aussi d'établir à l'échelle nationale la faisabilité d'une production agricole grâce à l'irrigation en toute saison. C'est communiqué à présent à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 25 mars 2016 à la place de la Nation de Waïgouya à partir de 8 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Allons à présent à la découverte du Centre des métiers de l'eau et de la station de traitement de l'eau de Paspanga. Le fonctionnement et le rôle de ces deux structures de l'ONEA ont été expliqués lors de la journée porte ouverte organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Mathias Drabo, Ruth Bini, Ouattara. Cette station de traitement d'eau de Paspanga accueille en moyenne 23 000 m3 d'eau par heure. Ces eaux de surface proviennent du barrage de Lumbila qui fournit 1700 m3 d'eau, du barrage numéro 3 de Ouaga avec 600 m3 d'eau par heure. Quotidiennement, 42 000 m3 sont traités et acheminés vers les ménages centraux et anciens quartiers de Ouagadougou. Nous vérifions à la clarification de l'eau, nous la désinfectons à l'aide de l'hypochlorite de sodium ou hypochlorite de calcium. Après ça, il y a un certain nombre d'analyses que nous faisons à chaque heure. Ces analyses-là sont potentiellement le pH qui nous permet de suivre l'acidité ou la basicité de l'eau. Nous avons ensuite la turbidité qui nous permet de vérifier la clarté de l'eau avant de l'envoyer. Et il y a aussi le chlore résiduel. Les résultats vérifiés journalièrement par le Laboratoire national de santé publique sont transmis au ministère de la Santé. Ce travail de fond dont dépend la santé de milliers de consommateurs est mené par 3 entités autonomes de l'ONEA et 3 équipes qui travaillent 24 heures sur 24. Du réseau de branchement souterrain aux conduits de distribution vidange en passant par l'utilisation du polyéthylène, ce sont de nouvelles techniques de travail qui sont élaborées pour une maximisation des résultats. L'assainissement collectif est assuré par un système de drainage et de traitement des eaux usées vers Kosodo. Le CEMO accompagne également les ménages pour la gestion des excrétas par la réalisation ou la réhabilitation de latrines individuelles ou collectives de ville ou de campagne. En sus de la formation dispensée au CEMO, l'ONEA dispose d'une équipe mobile accordant des formations aux collectivités territoriales. La politique sectorielle de l'économie et des finances de l'année 2015 n'a pas atteint les résultats escomptés. La faute au budget d'austérité du gouvernement de la transition et aux crises sociopolitiques que le Burkina a connues en 2015. Ce bilan découle de la première session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue du ministère de l'économie, des finances et du développement qui s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Le point avec Issa Kafando et Moukoun Dabiré. En 2015, la politique sectorielle de l'économie et des finances a connu un ralentissement dans sa mise en œuvre. Un relâchement marqué par une austérité budgétaire et des remous sociopolitiques. Conséquence, on note une baisse des taux de réalisation des mesures et indicateurs qui respectivement sont de 46,6% et 42% contre 48 et 60% en 2014. C'est le bilan dressé par la première session ordinaire de l'année 2016 du cadre sectoriel de dialogue. Pour les membres du cadre, il s'agit d'explorer là les pistes pour l'amélioration de ces résultats. Vous avez également suivi lors du lancement de l'année fiscale au niveau de la Direction générale des impôts un certain nombre de mesures qui ont été donc annoncées par la Direction générale des impôts pour permettre également d'engranger encore plus de ressources et de manière forte la mise en œuvre de la facture normalisée.
Pour les partenaires techniques et financiers, 2015 a vu une amélioration du cadre réglementaire public-privé et la lutte contre la corruption. Et le Burkina Faso devra travailler davantage en vue de crédibiliser ses finances publiques. On a vu ce qui a pu se passer dans certains domaines pendant la transition. Nous souhaitons que l'argent que nous apportons soit dépensé de la meilleure façon. Nous souhaitons effectivement que l'argent arrive bien au destinataire. À la lumière des résultats de l'année écoulée, la ministre déléguée Edith Clémence Yaka a exhorté ses acteurs à plus d'engagement et de détermination en vue d'améliorer le niveau des recouvrements. Un incendie a dévasté ce matin le maquis Pyramide situé près du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le feu a fait d'énormes dégâts matériels. Les pertes sont estimées à 17 millions de francs CFA. Les raisons de l'incendie ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte. Le constat avec Adama Guiti et Moukounda Biri. De dehors, le maquis Ba Dancing, la pyramide, présente une façade normale. Mais par l'intérieur et le spectacle est désolant. Une toiture au sol, des chaises calcinées, des bouteilles cassées, des appareils de musique et électroménagers à la merci du feu. Pas grand-chose ne reste de ce maquis après le passage de l'incendie. C'est donc impuissant que les travailleurs constatent les dégâts. Leur lieu de travail est tout simplement méconnaissable. Au fond, là, en fait, c'était la partie VIP du maquis. Donc, que ce soit le comptoir ou les fauteuils rembourrés, tout c'était VIP. C'était vraiment le point le plus luxueux du maquis. Donc, c'est ça qui est parti en flammes. Et vous voyez la piste de danse et tout le toit, tout est parti. Donc, les dégâts vraiment sont énormes. Les dégâts sont énormes. Pour le moment, c'est qu'on peut faire une évaluation globale parce qu'on n'a pas encore eu à faire une évaluation détaillée. Mais nous pouvons évaluer les pertes là autour de 17 millions plus. Voilà. Selon quelques témoins rencontrés sur place, le feu a déclenché aux environs de 4 heures du matin pour des raisons encore inconnues. Pour l'heure, les promoteurs se remettent à la gendarmerie pour le constat. Mais en attendant de savoir les raisons de l'incendie, le drame laisse sur le banc 24 personnes au chômage selon les promoteurs. Les membres du cadre de dialogue décentralisation et sécurité sont en conclave à Ouagadougou. Ils doivent adresser le bilan des projets de sécurisation et de décentralisation du territoire. Il est surtout attendu d'eux des réponses aux nouveaux défis sécuritaires que sont les menaces terroristes. Yacouba Gamene, Abdelaziz Yagibou. Sur la ligne de front, ils développent des stratégies pour vaincre l'insécurité sous toutes ses formes. Les défis sont de taille et ces acteurs en charge des questions sécuritaires devraient s'inspirer des acquis et faiblesses des projets initiés ces 5 dernières années dans le cadre de la SCAD pour proposer des solutions appropriées et efficaces. Rédigeant donc la politique nationale de sécurité intérieure, on n'avait pas encore dit qu'on pouvait avoir des attentats comme le terrorisme. C'est vrai, on le vivait de loin, mais comme on l'a vécu, il faut qu'on réagisse pour qu'on prenne en compte ces nouvelles donnes. Le rapport de performance qui sera examiné et validé fait état d'insuffisance en ce qui concerne l'exécution des plans sectoriels au cours de l'année 2015. Les politiques et stratégies de décentralisation et d'administration du territoire ont buté sur des difficultés d'ordre financier et sécuritaire, exigeant ainsi des acteurs impliqués un changement du fusil d'épaule. Les taux, à notre avis, ne sont pas très satisfaisants. Mais cela s'explique par plusieurs raisons. L'année 2015 a été une année où on a décrété l'austérité budgétaire et qui a fait que beaucoup d'activités qui devaient être menées n'ont pu être. L'année 2015 a été une année où il y a eu beaucoup de mouvements, de soubresauts. Cette revue annuelle 2015 du cadre sectoriel de dialogue devrait aussi proposer des dispositions à même de contribuer à la sécurisation et au bon déroulement des élections municipales à venir.
Elle avait pour but de faire une radioscopie des crises et des violences en milieu scolaire au Burkina, initiée par les réseaux ouest africains pour l'édification de la paix WANEP. La consultation nationale sur les crises scolaires s'est achevée ce mercredi. Les grandes conclusions avec Paul David Bambara et Kadissa Nogo. La consultation nationale sur les crises en milieu scolaire a réuni autour d'une même table les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, l'administration scolaire du public et du privé et les associations intervenant dans le domaine de la culture de la paix en milieu scolaire. 3 jours durant, les participants ont échangé sur la situation des crises dans notre système éducatif. Une opportunité pour les acteurs de l'éducation d'échanger leur point de vue afin de permettre une meilleure compréhension des conflits en milieu scolaire et de proposer des solutions. Il ressort que les crises en milieu scolaire sont dues à des problèmes. Les problèmes ont été identifiés, les acteurs ont été identifiés, les causes ont été identifiées. Donc, je pense que l'atelier s'inscrit dans le cadre de comment faire pour que ces crises-là ne soient plus là. Pour le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP, cette rencontre revêt une grande importance. Nous avons constaté qu'au Burkina, depuis pratiquement 2 décennies, l'école est devenue le lieu de certaines violences et à l'analyse, nous avons reconnu que les causes internes à l'école ne sont pas les vraies causes amenant la violence à l'école. Donc des causes exogènes comme l'injustice que traîne le gouvernement burkinabé peut conduire les élèves à se révolter et à réclamer certaines choses, sinon ils ne poursuivent pas l'école. Donc par exemple, la recommandation qui a été faite au gouvernement, c'est d'arriver à accélérer certains jugements des crimes économiques et des crimes de sang, qui sont des facteurs perturbateurs de l'école au Burkina Faso. À l'issue de cette consultation, un document sera produit. Ce document constituera une référence en vue de situer les responsabilités et d'orienter les actions. Le 7 mars dernier, les élèves du lycée provincial Untani de Diapaga ont manifesté suite à l'arrestation d'un élève de seconde pour viol sur une fille de 16 ans. Ces manifestations ont causé 10 blessés du côté des forces de l'ordre et occasionné des dégâts matériels. Retour sur les faits avec Alassane Tiendrebego et Mamadouba. Bouampundi Kwambari est encore sous le choc. Sa fille de 16 ans, élève en classe de CE1, est victime de viol. Une infraction commise par un élève de seconde et qui sera écroué à la maison d'arrêt et de correction de Diapaga. En soutien à ce dernier, les élèves manifestent pour exiger sa libération sans condition. Quand ils sont arrivés, j'ai demandé à mon EG d'appeler le procureur pour qu'il se joigne à nous, pour qu'ensemble nous puissions voir comment résoudre le problème. Il dit je peux faire venir les élèves au niveau du palais de justice, qu'il va les recevoir. J'ai insisté, il dit de les faire venir, il dit oui, de les faire venir. Furieux, les élèves envahissent le palais de justice, saccagent portes, bancs et fenêtres avant de se diriger vers la maison d'arrêt. Ils y amènent de force avec eux la mère de la victime. Les élèves ont demandé aux éléments de la sécurité de libérer leurs camarades. Mais ces derniers leur ont dit que les concernés étaient déjà transférés à Fadangouma, ce qu'ils n'ont pas accepté et ils ont menacé de tuer ma fille et moi. Puis, ils ont commencé à lapider les GSP et ils ont fini par brûler le moulin et la buvette de la maison d'arrêt. J'ai eu la vie sauve grâce aux GSP qui ont riposté avec des tirs de sommation. Et comme si ça ne suffisait pas, les élèves sont allés chez ma mère et ils ont saccagé les céréales avant de boire le dolo que j'avais préparé pour vendre. Le bilan de cette altercation fait état de 10 blessés du côté des GSP et de nombreux dégâts. Quelques jours plus tard, le bureau des élèves fait son mea culpa. Nous demandons maintenant pardon à toutes les autorités administratives, judiciaires, religieuses, tout ce qui concerne les différentes responsables de la région et même nationaux même. Nous demandons pardon et nous promettons aussi aux différentes autorités que cela ne se reproduira plus jamais. Ils nous ont adressé une demande, une lettre d'excuse. Ils ont promis de donner une somme de 100 000 francs pour réparer les dégâts.
Face à cette dérive, l'administration scolaire hausse le ton. Le bureau a été dissous. Ils doivent déjà rétablir la vérité puisqu'ils n'avaient pas dit la vérité à leurs camarades. Ce que leurs camarades ont fait réellement pour être incarcérés. Essayer également de nettoyer la cour du Haut-Commissariat, les pierres qu'ils avaient utilisées, les barricades qu'ils avaient érigées. Ils ont pu nettoyer tout cela. Les cours ont repris de plus belle. Tout en tirant leçon de ces événements, élèves et enseignants ont désormais le regard tourné vers l'avenir pour gagner le pari de l'éducation dans cette province. À 14 ans, elle veut compter parmi les cordons bleus. Natacha Yasmine Nombré participera à la SNC dans la catégorie art culinaire. Comment cet élève résident à Banfora se prépare pour sa première participation à la Biennale de la culture burkinabé? La réponse avec Betty Bienaon et Karim Sissé. C'est dans ce kiosque que Natacha Yasmine Nombré vient chaque jour après ses cours pour ses répétitions. Qualifiée pour la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC, cette jeune fille de la classe de 5e désire être au top avant le début des hostilités. Et pour cela, aucun secret de l'art culinaire ne doit lui échapper. Je vais présenter cocktail de Zomko. Les préparatifs de l'SNC ici, ça va. Je m'entraîne souvent les samedis. Et puis s'il n'y a pas cours, souvent aussi je m'entraîne. Dans ses préparatifs, cette candidate bénéficie du soutien de Monique Siriman, ancienne lauréate de la SNC dans la discipline boisson. Elle ne tarit pas d'idées et d'ingéniosité pour l'accompagner. Les jours qu'elle n'a pas cours, on fait toujours une petite démonstration. Je continue, je la laisse, elle fait, elle produit et bon, je corrige là où ça ne va pas. Je lui montre comment il faut faire. Ce qu'elle m'a donné comme conseil est qu'elle m'a dit d'être propre que dans tout ce que je vais faire, que de ne pas avoir peur. Même si c'est sa première participation, Natacha Yasmine Nombré reste confiante. Elle espère que sa boisson retiendra au moins l'attention des membres du jury de l'art culinaire. Denis Sassou Nguesso a remporté l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Selon les résultats définitifs, le président sortant est arrivé en tête avec 60% des voix. Au Congo, Denis Sassou Nguesso est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il remporte l'élection présidentielle dès le premier tour avec plus de 60% des voix selon des résultats définitifs qui ont été rendus publics dans la nuit. Des résultats aussitôt contestés par l'opposition qui dénonce une fraude massive et même de la magie. Un contexte tendu a entouré ce scrutin. Des journalistes de l'AFP et du Monde avaient été agressés ce mercredi à Brazzaville alors qu'ils étaient venus recueillir les propos d'un candidat de l'opposition. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 32 ans au Congo, un pays frappé par une pauvreté endémique selon le FMI. Le président est accusé d'autoritarisme et de corruption par ses détracteurs. La conférence de presse du collectif pour un peuple uni et l'élection de Mahamadou Issoufou au Niger, ce sont les principaux sujets traités par les quotidiens du jour. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Situation nationale, le collectif pour un peuple uni donne sa lecture, sortie médiatique relayée par les parutions. Le collectif n'est pas du tout content des décisions et des actions de l'exécutif pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé, écrit le pays, au point de menacer de demander le départ du Premier ministre Paul Kabatieba si ce dernier ne se ressaisit pas. Dans la ligne de mire du collectif, le parti au pouvoir, le président du Faso, l'opposition politique, la CENI, les organisations de la société civile, le phénomène Kogluego, bref, chacun en a pris pour son grade, ce qui fait dire à l'observateur Palga que le peuple uni fouette tout le monde. Pour le CPPU, de nombreux éléments ont favorisé l'installation d'un chaos dans un pays déjà fragilisé au plan sécuritaire et un peuple se croyant au-dessus de tout. Le pays doit être impérativement remis sur les rails du développement, alors un remaniement ministériel s'impose, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Réélection de Mahamadou Issoufou au Niger avec 92% des suffrages, un score digne du Moyen-Âge, s'exclame le soir. Bien qu'opposé à lui-même, son supposé challenger étant malade, ce score au relance soviétique, note le journal, relève d'une autre époque.
puisque les quelques fois où l'on pouvait voir de tels scores aussi cinglants que démentiels, c'était bien lors des élections dans lesquelles participaient certains pères fondateurs des États africains. Qu'à cela ne tienne, le choix de se donner un score aussi fleuve devrait être moins problématique pour Mamadou Issoufou, plutôt que de se légitimer auprès de sa population. L'opposition, quant à elle, balaie toute idée de reconnaissance de ce nouveau mandat, d'où, selon Aujourd'hui au Faso, la main de raison du président qui se dit prêt à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais la COPA ne l'entend pas de cette oreille, pointe l'observateur Palga. L'opposition appelle à la désobéissance civile à partir du 2 avril, au lendemain de la fin officielle du mandat du président Issoufou, ce qui sonne pour les éditions Le Pays comme un appel à la sédition, et le journal de se demander si l'opposition acceptera de franchir cette ligne rouge. On s'arrête là pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 22h15 avec Jacques Lamissa Tarpaga.